1, 2, 1, 2. Ah, ça marche. 1, 2, 1, 2. Ça marche? Ouais. 1, 2, 1, 2, patate. Bon, ben, écoute, il manque juste un petit morceau d'oreille, là. Mais... OK, je me présente, Jacques-Antoine Normandin. Je pense qu'il y en a qui me connaissent. Hein? On est quasiment tous de la famille. La famille des gens qui veulent un petit peu voir comment va le système. Et ceux qui sont rebelles contre à peu près tout ce qui est illégal ou inconstitutionnel, ou appelez ça comme vous voulez, de facto, entre autres. Donc, c'est ça. Ça me fait plaisir de me présenter ici dans la région de Gatineau. Et puis, Francine, justement, on se connaît, et puis Denis et tout ça. Je pense qu'il faudrait que les gens soient au courant à peu près de tous ces éléments-là, ces sujets-là. Il y en a plusieurs, hein? Il y en a 14 ou 15. C'est certain qu'il y a d'autres choses, même qui peuvent rentrer en ligne de compte à l'intérieur de ça. Mais il faut quand même savoir se limiter. Il y a toute la question de l'identité, il y a la question de la constitutionnalité, il y a toute la question qui concerne la loi, le droit. Donc, les lois, on sait que les étudiants présentement contestent. Il y a des manifestations cette année. C'est pas fini. J'ai l'impression que ça va recommencer à l'automne. Et je pense qu'il y a du travail à faire. Notre société, éventuellement, est présentement plus conscientisée qu'elle l'était. Et ce que je présente aujourd'hui, il faudrait que ce soit présenté dans toutes les universités. Il faudrait que les gens soient au courant de ça. Si vous regardez le sujet en question, en commençant par le point numéro 1, on parle 1906, abolition de la mort civile. Je ne sais pas s'il y a des gens qui savent ce que ça veut dire. L'abolition de la mort civile, ce qui a pour effet de supprimer l'être humain. OK? Grosso modo, la mort civile, c'était, comment je peux dire, donc c'était l'article 30 à 38 du Code civil du Bas-Canada, qui fait que cette disposition-là enlevait les droits à celui qui était soit passible de la peine capitale ou d'un emprisonnement à perpétuité. Donc, automatiquement, l'individu en question se voyait tout simplement privé de ses droits. Donc, les droits étaient complètement supprimés. Et un être humain, pas de droit, c'est pas une personne juridique. Juridique, hein, ça veut dire effet de droit. Et juridique, c'est le terme, justement, qui donne, si on veut, la nature même et la conscience même de la loi dans toute sa définition. Donc, si on peut dire que, quand on dit qu'il y a une mort civile, c'est que c'est l'être humain. Il ne reste que l'être humain. Et un être humain qui n'a pas de droit, le gouvernement peut en faire ce qu'il veut. C'est un petit peu spectaculaire, ça, cette chose-là. Et il utilisait ça justement pour la peine capitale. Donc, si on regarde la question de la mort civile de l'être humain, on dit ici « absence de droits et libertés comme prévu à l'article 33 ». Écoutez, c'est tous des documents que je possède présentement, que je vais vous présenter tantôt. Je ne sais pas si je peux commencer peut-être à expliquer avant même de présenter, ou bien je suis mieux de présenter les documents. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Puis, vous pouvez m'interrompre aussi. Hein? S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous me le dites. Et là, moi, je vais vous expliquer. Je vais aller plus en détail là-dessus. Mais on va aller, je pense que je vais plutôt énumérer les points en question, puis ensuite de ça, je vais commencer à vous montrer ce qu'il y en est des fameux documents en question. Donc, il y a l'absence de droits et libertés comme prévu à l'article 33 de la Charte canadienne. Il y a le mandat, c'est quelque chose d'un peu particulier. Ça, c'est une déclaration de la juge France Charbonneau, dans la commission, justement, Charbonneau, dans l'industrie de la construction, qui fait que Maître Charbonneau a tout simplement révélé que son maître, c'est le mandat. Ce n'est pas le mandant. Donc, c'est un papier qui se trouve à être le maître de la juge France Charbonneau dans la commission Charbonneau. Moi, je n'ai jamais parlé d'un bout de papier, mais si un juge dit que un mandat, qui est un bout de papier, c'est pas le mandant, mais bien le mandat. Le mandant, c'est lui qui rédige. Le mandat, c'est le papier. Si un juge est rendu qui peut même se permettre de dire que le mandat, c'est son maître, on est quoi, nous?
Vous comprenez? Je pense qu'on a des questions à se poser là-dessus. Donc, vous êtes traité, d'après ce que le gouvernement a bien le droit ou la liberté de vous identifier. Si vous êtes identifié à un bout de papier, hein, c'est à vous à l'accepter ou à le refuser. Mon travail à moi, c'est de vous montrer comment on est, c'est quoi mes convictions par rapport à ça, et vous faites le choix que vous voulez. Je ne suis pas ici pour convertir personne. Je pense qu'on est dans un point où on doit vraiment se conscientiser à ça et reconnaître la réalité des faits du gouvernement. Donc, on dit aussi contrat, acte notarié, jugement de cour, contrat avec votre avocat, les jurisprudences sur l'identité de l'être humain, sujet de Sa Majesté, l'article 93, les préambules de la Constitution, ça concerne tout l'être humain. Quand on parle de contrat, entre autres, si vous regardez tout ça dans son ensemble, c'est tous des contrats. Hein? Nous sommes toujours en contrat avec le gouvernement. La seule chose qu'il y a, c'est que pour qu'un contrat soit valide, il faut que l'identité soit aussi valide. Et si l'identité n'est pas la vôtre, mais celle du gouvernement, si le gouvernement a décidé de dire, toi ou toi, tu t'appelles un tel, puis ton identité, elle est juridique, même si toi, ton identité vient de ta famille, elle est vraiment humaine et familiale, si ça ne respecte pas les exigences de l'État, donc de ce qui est juridique, automatiquement, vous êtes en défaut. Un être humain est en défaut dans son existence, dans son identité, s'il ne se conforme pas aux pièces d'identité du gouvernement. Donc, on va aller au point numéro 2, l'État du Québec dans la corruption administrative, législative et judiciaire. Ça en dit gros. La seule chose qu'il y a, c'est qu'ici, dans notre système, c'est vraiment un système qui est corrompu. C'est certain, moi, je ne ferai pas le tour de la planète. Je n'ai pas voyagé comme plusieurs l'ont fait. C'est vrai que c'est le plus beau pays du monde. C'est ce que disait justement notre cher ami Jean Chrétien. Il avait raison, et c'est la plus belle constitution au monde aussi, la Constitution du Canada. La seule chose qu'il y a, c'est que enlever seulement la richesse qu'on a ici, qu'on possède, pour nos loisirs, pour notre confort et tout ça, et vous allez voir qu'on est en détresse beaucoup plus que bien des gens, peut-être dans des pays beaucoup moins favorisés que le nôtre ici. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de corruption. Et c'est rendu que les médias en parlent quotidiennement, tous les jours. Et c'est devenu une culture, c'est une coutume. On est en train d'habituer les gens à ça. Je pense que c'est pas normal de dire qu'aujourd'hui, la corruption, ça fait partie de nos mœurs. Même que dans les journaux, on peut lire qu'il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Ça, c'est ce qu'on révèle aujourd'hui. Il y en a toujours eu de la corruption, mais il y en aura toujours. Écoutez, je ne pense pas qu'on peut fonder une société équilibrée, honnête et digne en propageant justement des espèces de commentaires de ce genre-là. C'est une propagande qui se trouve à être contraire à la vertu et aux besoins de notre société. On veut vivre comme des êtres humains, pas comme des personnes juridiques ou comme des objets, comme des bouts de papier, comme on dit. Donc, on parle de corruption, on va pouvoir détailler davantage là-dessus. L'État du Québec séparé du Canada depuis 1968. Je pense que ça, c'est pas une surprise pour personne. OK? S'il y en a qui sont surpris, écoutez, ça m'étonne moi-même. C'est vrai que moi, j'étais dans le Bloc québécois, j'étais à l'administration du Bloc québécois, donc je sais que le Québec est complètement séparé du Canada et le premier référendum national en 1980 a réintégré le Québec dans la Fédération canadienne. Donc, René Lévesque était tout au courant de ça. Et Pierre Elliott Trudeau, en 1968, quand il a participé à cette fameuse création de l'Assemblée nationale, en abolissant l'Assemblée législative, le Conseil législatif, mais surtout en abolissant les pouvoirs du lieutenant-gouverneur, donc en violant l'article 92.1 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, OK, automatiquement, il a aboli toute l'infrastructure législative du Québec. Donc, la démocratie électorale et politique au Québec a été complètement abolie en 1968 et ils ont créé l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, ensuite de ça, sa loi, la loi A23.1, a été créée en 1982. C'est pour ça qu'à Québec, vous ne voyez pas signer la Constitution. Parce qu'à l'article 71 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, on dit encore aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas eu d'amendement à ça, là, il n'y a aucun amendement
à la Constitution canadienne, à l'article 71 de la Constitution canadienne. Et le Québec est encore composé de l'Assemblée législative, du Conseil législatif et des pouvoirs du lieutenant-gouverneur de nommer les membres du Conseil législatif. Et il n'y a rien qui a changé pour ce qui est de la Constitution. Mais pour ce qui est de l'infrastructure elle-même, législative, c'est complètement changé depuis 1968. On l'appelle l'Assemblée nationale. C'est unicaméral, donc c'est une seule chambre législative. Et ce que j'ai trouvé le plus étonnant dans tout ça, dans toute l'hypocrisie politique en 1982, c'est qu'ils ont tout simplement, comment je peux dire, donc décidé d'amender l'article 92.1 alors qu'il a été supprimé, cet article-là. L'article 92.1 a été supprimé en 1968. Ils l'ont ramené sur le tapis en 1982 pour demander l'amendement constitutionnel afin de tout simplement amender les pouvoirs et l'autorité du lieutenant-gouverneur ici au Québec. Alors qu'il n'avait plus ni autorité ni pouvoir, il n'y avait absolument rien. Ça, on appelle ça de la sédition, de la haute trahison, d'insurrection, appelez ça comme vous voulez. Donc, ici, le Québec, présentement, comment je pourrais dire? Donc, on peut dire que l'armée, ils disent que c'est un coup d'État. Vous comprenez? Ça, on appelle ça un coup d'État. Et un coup d'État, l'armée peut s'en mêler. J'ai été mis au courant de ça la semaine passée parce qu'il y a un agent quand même important de l'armée canadienne à Sherbrooke qui a parlé avec un de mes clients, si vous voulez, un de mes amis. Et puis, il disait ça, il dit, écoute, il était complètement renversé de ce qu'il a entendu, et il dit, ça a tout l'air d'un coup d'État, ce qui s'est passé au Québec, et un coup d'État, automatiquement, l'armée peut s'en mêler. Donc, on peut mettre sous tutelle l'Assemblée nationale, on peut mettre sous tutelle toute l'administration de la justice ici. La seule chose qu'il y a, c'est que c'est un petit peu délicat, parce que le barreau du Québec, présentement, il y a 24 000 avocats là-dedans, et ces avocats-là règnent sur le Canada d'un océan à l'autre. Il y a eu une entente entre le fédéral et le Québec qui fait que toutes les institutions fédérales au Canada sont sous les conseils des avocats du barreau du Québec. Au mois de mars, je suis descendu ici, je suis allé à Ottawa pour essayer de trouver de l'aide du fédéral au bureau du ministère de la Justice. Et écoutez, c'est tous des avocats du barreau du Québec. Je suis allé même à la Gendarmerie royale, Sarah McArthur. Et puis, j'ai parlé justement aux agents là-bas. Ils ont pris un de mes documents, ils ont monté ça, ils ont donné ça justement à leur avocat. Et c'est Maître France Biéron, qui se trouve être avocate. Et en fin de compte, j'ai réussi à lui parler. Elle a accepté de sortir de son bureau. Elle est venue nous parler à l'entrée, tout ça. Et elle a dit, écoutez, elle dit, vous autres, vous n'avez pas affaire ici. Si vous avez des problèmes, vous réglez ça au Québec, pas ici à Ottawa, vous n'avez rien à faire ici. Fait que j'ai dit, vous êtes avocate du barreau du Québec? Elle a dit, oui. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites ici? C'est quoi votre travail, vous? De conseiller la Gendarmerie royale du Canada, alors qu'on ne peut pas avoir aucune protection ici. C'est quoi le problème? Elle virait de bord, elle monte à son bureau, elle était insultée, puis elle n'a pas dit un mot. Ça a fini là. Vous savez, il n'en faut pas beaucoup, hein? On ne peut pas dire beaucoup de choses à ces gens-là. Ils sont conscients eux-mêmes qu'à quelque part, ils sont en infraction. Mais tu sais, les adultes, c'est qu'on est comme des enfants aussi à quelque part. Si on fait quelque chose de mal, on va le faire en cachette. Hein? On va le faire en silence. On ne le dira pas à personne. Hein? On fait ça un petit peu en catimini. Mais oups, si quelqu'un nous voit faire, ah, écoute, c'est pas moi, parle-en pas. Donc, ici, les gouvernements intelligents comme ils sont, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils ont créé tout simplement ce fameux serment de confidentialité, ce fameux serment de discrétion qui permet aux politiciens, aux avocats ou aux juges de ne rien révéler qui risquerait de déconsidérer. Quand on dit rien à révéler, là, on parle de vérité, de choses qui sont décrites dans la loi là, et que le gouvernement connaît. Donc, qui pourrait déconsidérer l'administration de la justice et même l'administration politique. Et quand on est rendu à déconsidérer l'administration politique, écoutez, les lois n'ont plus aucune valeur. Et ça prend quand même ici, au Canada comme ailleurs, des lois pour, comment je peux dire, hein, gérer un peu le comportement de notre société. Nous, on a le Code civil ici au Québec, mais c'est du droit privé, c'est pas du droit public. Le droit public est au Canada. C'est du common law. C'est du code criminel. Comment? Le Code civil? C'est du droit privé, c'est du droit civil, mais ce n'est pas du droit public. Le droit public, c'est ce qui réglemente
l'organisation et les institutions politiques et même judiciaires. Mais il n'y a rien qui réglemente ici. Il n'y a pas de constitution au Québec. Mais vous allez rester surpris. Ce que je vais vous présenter à nous, j'en dirai pas trop parce que je vais vous présenter des choses qui peuvent vous intéresser tantôt. Fait que, où on en est rendu ici. Donc, l'identité vraie et fausse. Si on regarde l'identité vraie et fausse de notre devise monétaire, voyez-vous, ça c'est un autre sujet. Il y en a, tout le monde travaille ici pour le dollar canadien. Hein. Je pense qu'on ne se fait pas payer en dollars américains, ni en pesos ou quoi que ce soit. Écoutez, ici, le dollar canadien, c'est censé être la monnaie royale canadienne. C'est pas compliqué. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a deux lois sur la monnaie ici. Il y a la loi sur la monnaie royale canadienne et il y a la loi sur la monnaie du gouvernement qui est administrée ou qui est gérée, si tu veux, par le ministre des Finances du Canada. Et la monnaie a le pouvoir illimité d'une personne physique. Une personne physique, hein, c'est une raison sociale. Nous sommes tous, ici, des personnes physiques. Personne physique, c'est une entreprise. Qu'elle soit corporative ou non, c'est une entreprise. Au fait, pour ceux qui ne savent pas, vous êtes devenu une personne physique en 1952, quand ils ont fait du gouverneur général un corporation sole, une corporation seule. Et le gouverneur général, qui est le représentant de la reine, n'est pas supposé d'être une corporation. C'est supposé d'être un être humain. Le gouverneur général, c'est le représentant de la reine et si on regarde en 1893, dans le préambule de l'acte de l'Amérique du Nord britannique, ils ont tout simplement abrogé l'édiction qui dit « Sa Majesté la Reine part et de la vie des laws spirituels et temporels ». C'est la seule place qu'on reconnaît l'être humain, spirituel et temporel. Ce n'est pas une personne. Vous comprenez? C'est un être humain. Pour les gens qui ne savent pas, personne, hein, ça vient du mot latin persona, qui veut dire un masque. Donc, ici, je ne pense pas que nous sommes des masques. Vous comprenez? Ça n'est pas l'Halloween ici, là. Hein? C'est intéressant. Ici, on parle entre humains et on doit partager entre humains. Et quand on va sortir ce soir, là, à la fin de la veillée, ici, là, tout le monde va se sentir humain. Il n'y aura pas personne qui va être une personne ici. Vous allez être content d'être des humains et vous allez être content de connaître vos droits aussi. Et de savoir qui vous administre et de quelle façon on vous administre sans vous dire. Comprenez? Moi, je vais vous dire franchement, je ne suis pas un Québécois anticonstitutionnel. Je suis un Canadien-Français constitutionnel. C'est certain que je n'ai pas de louange à faire au système fédéral parce qu'il y a sa part de responsabilité dans toute cette fameuse délinquance qu'on vit ici au Québec comme au Canada. Mais entre deux, je pense que je préfère toujours, mieux encore aujourd'hui, le Canada que le Québec, de la manière qui est administré là. Vous savez, quand on a sorti le Québec du Canada en 1968, il n'y a pas personne qui l'a su. Vous savez que depuis 1968, il est interdit au Québec d'élire ou tout simplement de mettre des Québécois ou de placer des Québécois et des Québécoises à la Chambre des communes ou au Sénat canadien depuis 1968. Parce qu'on ne fait plus partie de la Fédération canadienne. En abolissant l'Assemblée législative, le Conseil législatif et les pouvoirs du lieutenant-gouverneur, automatiquement, on venait carrément de sortir le Québec de la Fédération canadienne. Et il n'y a pas eu d'amendement à l'article 71, je me répète, je l'ai dit tantôt, et il n'y a pas eu d'amendement à l'article 92.1 en 1968. Mais 92.1, par exemple, hypocritement, ils l'ont amendé en 1982. Il dit quoi, là? Oui. Il dit quoi, l'article 92.1? L'article 92.1 dit qu'on n'a pas le droit de toucher à l'autorité et les pouvoirs du lieutenant-gouverneur, dont le pouvoir de nommer les membres du Conseil législatif. N'oubliez pas que le Québec, c'est un petit peu différent des provinces canadiennes au sujet de l'exécutif. Parce que tu as le Conseil législatif et tu as le Conseil exécutif. Le Conseil exécutif a toujours existé depuis 1769, quelque chose comme ça. Donc, il existait le Conseil exécutif. Mais le Conseil législatif, qui appartient à la reine par le lieutenant-gouverneur, lui, il était dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Là, ce qui est arrivé, c'est que le Conseil exécutif, qui est le cabinet des ministres, appartient au premier ministre.
Mais le conseil législatif est censé appartenir au lieutenant-gouverneur. C'est ça le pouvoir exécutif impartial de la législature. Alors que le conseil des ministres, qui est le conseil exécutif et non législatif, il appartient au premier ministre. Donc, c'est le premier ministre qui prend les décisions avec ses ministres. Et la démocratie, où? Dans le conseil des ministres, il n'y a pas de démocratie. Ça se décide, c'est le cabinet des ministres. Les partis au pouvoir, à l'opposition ne sont pas là pour prendre des décisions. Donc, la structure, elle est comme ça. Et l'exécutif d'un pays appartient à la reine. Les tribunaux appartiennent à la reine. Par la Constitution canadienne, c'était l'article 96 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique qui disait que c'est le gouverneur général qui nomme les juges, les magistrats et tout ça, des cours de circuit et des cours supérieurs. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, ça se trouve être le procureur général qui vous poursuit, qui est aussi le ministre de la Justice. C'est lui qui nomme les juges indirectement, vous allez dire, parce que c'est lui qui a la charge de créer le comité pour choisir les juges qui sont sélectionnés par leur demande, parce que c'est des avocats, normalement, qui ont fait 10 ans de pratique privée, qui peuvent se présenter comme juges. Donc, ils remplissent leur formulaire, ils ont un serment en bas de confidentialité aussi, et là, bien, ils sont sélectionnés par ce comité-là, qui est sous la supervision du mandant, et le mandant, c'est le procureur général qui est le ministre de la Justice. Quand vous allez en cour, et que c'est le procureur général qui est concerné, surtout au criminel, OK, dans le sens où au criminel, c'est toujours le procureur de la couronne qui est là. Écoutez, ça se trouve à être le ministre de la Justice lui-même, puis le juge, là. À quelque part, c'est pas vrai qu'il est impartial, oubliez ça, là. Il n'a pas d'impartialité, il n'a pas d'indépendance judiciaire ou quoi que ce soit. Ces gens-là ont fait un serment de confidentialité, tu ne peux pas confier tes droits à quelqu'un qui fait un serment de confidentialité et qui te demande à toi, à la cour, de prêter serment. Comment tu peux prêter serment à quelqu'un qui lui-même a la directive, a l'obligation par le gouvernement de prêter serment de confidentialité et de discrétion? Mais ça, on n'en parle pas. Ça, l'avocat, on ne vous en parle pas. Le juge ne vous en parle pas non plus. Et vous savez qu'un juge, étant donné que c'est un ancien avocat, demandez donc à un avocat de vous signer un cahier d'autorité dans lequel il s'engage à révéler tout ce que vous allez lui révéler. Faites ça. Allez voir votre avocat, préparez-vous un bout de petit papier dans lequel vous dites à votre avocat, moi, je signe votre contrat de débourser d'honoraires et de débourser. Puis en plus de ça, quand tu signes ton contrat d'honoraires et de débourser, il ne met pas de montant, lui, là. C'est un chèque en blanc. Aussitôt que tu as signé, là, lui, là, écoute, c'est 300 piastres de l'heure, 500 piastres de l'heure, 150 piastres de l'heure. Moi, j'ai demandé aux avocats, j'ai dit, écoute, t'as mis combien d'heures, là? T'as parlé au téléphone combien de temps? Amène-moi donc les preuves, là. Non, il n'a pas de preuves. Ils ont des serments de confidentialité, en plus de ça, ils n'ont pas de preuves. Pour te prouver que toi, tu leur dois 2000 piastres, 5000 piastres ou 10 000 piastres. Ça va bien. Puis en plus de ça, vous n'avez pas d'identité. Donc, sur l'identité, on revient là-dessus. Si dans le contrat en question, vous êtes mal identifié, tu dis à ton avocat, est-ce que c'est l'être humain ici ou bien c'est la personne juridique? L'avocat, il n'osera pas le dire. Qui doit l'argent? Et si l'avocat ne vous dit pas qui doit l'argent, qui va payer? Est-ce que vous êtes conscient que vous n'êtes pas obligé de payer? Si vous ne connaissez pas ça, vous êtes obligé de payer parce que vous ne connaissez pas ça. Ici, aujourd'hui, là, ce que je vous enseigne, là, c'est des choses qui ne s'enseignent pas à l'université. Ça ne s'enseigne pas à la faculté de droit, ça. Quand ils vont enseigner ça à la faculté de droit, on va dire une chose, il va y avoir tout un remaniement du système canadien ici au complet. Le Québec va redevenir une province. Ça ne sera plus un État. Le gouvernement canadien va redevenir un État. On va retrouver la nation canadienne. On va rétablir beaucoup de choses. On va remettre toutes les choses à l'ordre. Mais là, présentement, on n'est pas rendu là. Puis chapeau aux étudiants, chapeau aux manifestants. Je trouve ça extraordinaire, sauf que dans un régime policier comme on a ici, là, présentement, il faut faire attention.
On va continuer ici. Donc, l'identité vraie ou fausse. Plaideur vexatoire. Bon, des plaideurs vexatoires, ça, je ne sais pas s'il y en a qui en ont entendu parler. Le premier plaideur vexatoire au Québec, je pense, du moins un des premiers, mais le plus important, ça a été M. Valéry Fabricant. Donc, c'est celui, justement, à Concordia, qui a fait feu sur, je pense qu'il y avait tué 2 ou 3 personnes, je pense. Ça a passé en procès. C'est lui-même qui se défendait seul. Il préparait ses procédures et tout ça. Et en fin de compte, le gouvernement, je pense que c'est les tribunaux judiciaires qui ont dit, écoute, là, c'est assez, là. Tu joues avec la procédure, tu fais à peu près n'importe quoi, là, on va prendre une décision à ta place. Mais tu sais, un avocat, s'il ne veut pas te servir, si tu es prêt d'avoir un avocat pour te représenter, tu fais ce que tu peux. Lui, Fabricant, il a fait ce qu'il pouvait. Tu comprends? C'est ça. Oui. C'est quoi un plaideur? Un plaideur vexatoire, c'est simple. C'est quelqu'un qui dit la vérité, mais ce n'est pas ce qu'on dit dans les journaux, par exemple. Le 19 juin dernier, il y a eu un article dans le Journal de Montréal qui parle des 150 plaideurs vexatoires au Québec. Je suis le 7e. Donc, c'était écrit Jacques, Joseph, Pierre-Antoine Normandin, l'homme aux multiples prénoms, qui réclame 1 million de dollars par mois à vie au gouvernement pour une dette soi-disant et tout ça. Il donnait une drôle d'explication, puis c'est vraiment pas ça. Donc, j'ai téléphoné au journaliste en question qui a mis l'article, et là, je lui ai expliqué vraiment ce qui se passait. Et oui, j'ai réclamé 1 million de dollars par mois à vie. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est votre argent, puis c'est à vous. Je l'ai réclamé pour vous. Pas pour moi, pour vous. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, l'article 911, c'est facile à retenir, hein? L'article 911 du Code civil révèle que vous n'avez aucun droit de propriété ici. Tout appartient à l'État. C'est l'article 911 du Code civil. Donc ça rentre dans la fameuse déclaration de Pierre-André Paré en 1996. France, tu dois te souvenir de ça, je pense qu'on en parlait. Ça a été écrit ça dans le journal Le Devoir. Pierre-André Paré, qui était sous-ministre du Revenu du Québec, a déclaré que tout appartient à l'État. Hein? Tout est, c'était quoi ces termes? Donc, tout est privilège concédé par l'État. Votre maison, votre voiture, votre profession, bref, votre vie. Et ce que l'État donne, il peut le reprendre si vous n'êtes pas un contribuable docile. C'est ce qu'a dit Pierre-André Paré. Et ça, c'est confirmé dans l'article 911. Écoute, c'est un article important, ça. Oui. Je me rends d'un cours à l'université. Oui. En plaideur vexatoire, oui. De vexer la reine. Plaideur vexatoire, écoute, on dit, on dit vexer la reine. On se sert de la reine, c'est plutôt un mot, comment je peux dire, c'est une expression tordue. La couronne. C'est tordu aussi. On ne doit pas parler de la reine ici. Parce que la monarchie a été abolie ici. La reine Élisabeth II, qui est devenue reine du Canada en 1952, qui fête 60 années de règne de Sa Majesté cette année, n'a jamais régné au Canada. Si on vient à plaideur vexatoire, quand on dit plaideur vexatoire, c'est qu'on révèle des choses qui normalement, à mon avis, à moi, là, qui normalement ne doivent pas être révélées à la cour. Parce que devant un tribunal, vous êtes enregistré. À la cour, vous êtes enregistré. Donc, automatiquement, tout ce que tu révèles, tu peux l'avoir sur CD. Puis, si c'est intéressant, tu peux aller voir une sténographe officielle et tu fais faire sténographier ça. Et quand c'est sténographié, assermenté par la sténographe, tu peux déposer ça n'importe où, tu peux lancer un débat là-dessus. Tu peux faire à peu près n'importe quoi avec ça. Ça devient un instrument judiciaire sur lequel on peut lancer n'importe quel débat, n'importe quel sujet directement ou indirectement associé aux déclarations qu'il y a eu à l'intérieur de ça. Mais quand on parle de couronne, quand on dit, premièrement, on va parler d'outrage au tribunal, mais on ne parle pas d'outrage à la reine. Alors que, généralement, si on regarde les juges et les avocats, de la façon qu'ils se comportent, ces gens-là, ils sont en outrage à la reine, carrément. Il n'y a pas personne qui a dit au Québec, ici, que la reine n'a jamais régné au Canada. Même pas Stephen Harper. Il n'y a pas personne qui a dit que la reine n'a jamais régné au Canada. Et pourtant, la reine, en 1949, puis je ne vais pas dire, là, je vous le dis franchement, là, c'est le barreau du Québec qui est responsable de tout ça. C'est bien triste à dire, tu sais.
C'est très malheureux à dire, mais c'est le barreau qui est responsable de ça. En 1949, Louis Saint-Laurent, qui était premier ministre du Canada, a aboli le comité judiciaire du Conseil privé de la Reine. Donc, en abolissant le comité judiciaire du Conseil privé de la Reine, il venait tout simplement d'enlever un tribunal qui était important sur le droit criminel et sur le droit constitutionnel. La Cour suprême du Canada existe depuis 1875. C'est une cour de droit commun. Ce n'était pas nécessairement une cour de droit constitutionnel, ça. Mais Louis Saint-Laurent, il a pris tout simplement les pouvoirs et l'autorité du comité judiciaire du Conseil privé de la Reine et il a tout transféré ça à la Cour suprême du Canada en 1949. Donc, automatiquement, la Cour suprême était sous la juridiction du fédéral, parce que c'est quand même le fédéral qui l'a créé. Et à partir de là, bien, si on regarde en 1950, il y a eu la fameuse loi sur la révision du droit statutaire qui fait que ce droit statutaire-là a tout simplement enlevé la volonté du gouverneur général de se prononcer. Donc, il ne pouvait plus se prononcer sur des décisions législatives du gouvernement ou du Parlement du Canada. C'est dans la loi sur la révision du droit statutaire. C'est ça, c'est le chapitre 51 de 1950. Ou vice-versa. Mais là où c'est vraiment, ils ont vraiment défait, il y a eu vraiment d'évolution du gouverneur général, parce que quand même, des gens ont travaillé pour le mettre à la porte, pour sortir le pouvoir exécutif du Canada. Mais là, c'est en 1952, c'est le chapitre de loi 139, qui est une loi fédérale, dans lequel ils ont fait du gouverneur général un corporation soul, et ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils ont fait ça en violation de l'article 91-29 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Il n'y a pas le droit de privatiser quoi que ce soit qui est dans la Constitution canadienne. Et aujourd'hui, tout est privatisé. Partenariat public-privé, écoutez, c'est le plus beau symbole d'oligarchie qui ne peut pas exister. C'est de l'anarchie oligarchique. Écoutez, est-ce que vous connaissez des qualificatifs qui ressemblent à ça? Mettez-en. Et c'est nous qui payons pour ça. Puis on ne dit pas un mot, nous autres, là, tout le monde paie des impôts, puis si tu ne payes pas tes impôts, oh, tu vas te faire taper ses doigts. Et ce que je trouve aberrant ici, et il y en a beaucoup qui le savent aussi, c'est que la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, chapitre I3, précise dans sa définition qu'il n'y a pas de loi au Québec. Il n'y a aucune loi fiscale au Québec. Donc, l'article 1, le mot loi, l'expression loi, stipule loi, il faut comprendre une loi autre que le Parlement du Québec. Autre. Oui, il y en a qui vont lire ça et vont dire, ben oui, ben écoute, là, loi autre, c'est n'importe quoi dans le fond, là. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une loi. Donc, pour être certain que ce n'est vraiment pas une loi, là, tu vas dans la Cour du fédéral, l'Agence du revenu du Canada, et tu sors le fameux formulaire demande formelle de paiement de l'Agence du revenu du Canada. C'est le formulaire T1118 ou RC 251. Ils sont deux pareils. Et quand vous regardez à l'endos de ça, vous voyez toutes les provinces canadiennes avec les lois les concernant, puis le Québec n'est pas là. C'est bizarre parce que dans le code criminel, l'article 6, seule la loi crée l'infraction. Comment on peut reprocher à un contribuable une infraction à l'impôt parce qu'il n'a pas rempli sa déclaration, c'est-à-dire qu'il n'a pas rempli son contrat, parce qu'il n'a pas signé un contrat. Un contrat signé forcé, là, c'est une fraude. Donc, celui qui, par la menace, demande à un contribuable de signer un contrat d'impôt, bien, c'est un fraudeur. Donc, l'Agence du revenu du Canada, l'Agence du revenu du Québec, c'est de la fraude qui se commet continuellement là-dedans, là. Puis on n'est pas au courant de tout ce qui se passe à l'intérieur de ça, parce que cet argent-là, où elle va? Il y en a qui disent, ça va pour payer les ponts, ça va pour payer les hôpitaux, ça va... Non, écoutez ça, là. Écoutez, là. Puis quelle sorte d'argent paye l'impôt? Vous êtes-vous arrêté à ça? C'est-tu de l'argent fiduciaire? On va y aller là-dessus tantôt. Pensez-vous vous payez ça en billets de banque? Écoutez, il y a 35 milliards en liquidité, en réserve de liquidité en billets de banque pour tout le Canada. En circulation. En circulation. 35 milliards. C'est une réserve de liquidité. Avec 35 milliards, il y a 23 millions de transactions par jour qui s'exercent à partir de cette monnaie-là, des billets de banque. Mais par contre, en argent scriptural, ça, il n'y a aucune réserve, à part l'encre qu'il y a dans la plume. C'est la seule réserve. L'argent scriptural, c'est ça. L'argent fiduciaire, c'est des billets de banque ou de la monnaie. Sur le billet de banque, c'est écrit tout simplement que ce billet a cours légal. Avant ça, il était échangeable au porteur. OK? C'est ça l'argent fiduciaire. C'est des billets de banque.
L'argent scriptural, c'est rien. C'est absolument rien. Pas compliqué. L'argent fiduciaire, ben, on va se rendre là. Je suis en train de vous l'expliquer quand même, mais l'argent fiduciaire, il y en a 35 milliards en circulation. Donc, par capita, ici au Canada, on est 33 800 000, ça donne à peu près 1050 $. Donc, allez à votre banque, ramassez tout chacun 1050 $, mettez ça dans un bas de laine chez vous, c'est réglé. Vous n'avez pas de dette fiduciaire. Donc, le cours légal, il y en a seulement 1050 $ pour chacun de vous. Pas plus. Donc, si tu payes ta voiture, ton logement, ton voyage, ton bateau, n'importe quoi, c'est tout du scriptural, ton 1050 $, tu l'as mis dans ton bas de laine chez vous. Donc, c'est tout de l'argent frauduleux. Ça, c'est frauduleux. Ça n'a pas cours légal, OK? Ce n'est pas échangeable au porteur. Ce n'est pas de la monnaie royale canadienne. La face de la reine n'est pas là. Ça n'existe pas, il n'y a pas de papier. C'est de l'argent comptable ou électronique. Oui. C'est quelque chose, en quelque part, qui dit qu'on ne peut pas payer autrement qu'avec de l'argent scriptural. cours légal. Oui, ça a été un débat. C'est la Banque de Montréal contre la Banque du Canada ou contre la Banque royale. C'est ça, Banque de Montréal contre la Banque royale.